je suis obligée de faire ça en marchant, sinon je perds du temps. Donc, que je vous explique un peu. Les chasses et l'écureuil, c'est un sport très prisé en Alsace. Le concept est simple, il faut d'abord aller à Egisheim, ce qui nous fait environ 1h30 de route, à pied bien sûr. Ensuite, il faut environ une demi-heure pour atteindre l'arrivée, le départ du sentier très prisé par les écureuils. Et ensuite, il faut trouver des écureuils, puis les tuer et les manger. Il ne faut pas avoir pitié des écureuils, vous savez, parce que c'est mignon, mais plus c'est mignon, plus c'est mauvais. Tout le monde le sait. Donc voilà. Donc c'est le truc prévu. Alors là-bas, je devais partir à 6h, mais j'ai un nouveau portable. Du coup, le réveil n'a pas marché. Je me suis réveillée à 6h15. Vous savez, comme les trucs... quand on se réveille le matin, avec juste le sentiment qu'on est en retard, qu'on se dit non, le réveil n'a pas sonné. Et ben c'était un peu ça. Parce que j'ai regardé mon réveil, il était 6h15. J'ai fait ouais, non, c'est bon. D'habitude, je me réveille à 6h30, c'est pour ça. Et après, il y a mon chat qui a miaulé. Du coup, j'ai ouvert les yeux et j'ai fait non, c'est pas bon du tout. Et du coup, voilà. Donc j'ai un peu couru. Mais ça va. Il est 6h40, j'ai toujours pas sorti d'école part. Je pense que, avec le temps que je me perds et tout, à 8h, je devrais être à Egisheim. Ça va aller. Je suis large, comme diraient certains. Donc j'ai dû faire tout le trajet sur la départementale, qui n'a pas marché. 3 km sur une départementale, n'a pas vraiment vécu. Bon, de manière générale, on essaie de rester derrière la barrière, mais de manière générale aussi, derrière la barrière, il n'y a rien. Donc on revient sur la départementale. Et bonjour monsieur le camion. Dans les virages surtout, c'est rassurant. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y avait un petit chemin derrière une barrière, mais vraiment le bien petit chemin bétonné, tout ça. Je me dis, ah super, au moins pour la fin, je vais survivre. Et là, t'as un berger allemand qui jaillit dans les fourrés. J'ai fait, hop là, ok, d'accord, ça y est. C'est bon. J'ai autre chose à faire finalement, je vais aller par là-bas. Et je suis revenue sur la route. Bon, je suis arrivée, hein, c'est déjà pas mal. Mais je vais essayer de voir pour le retour si je peux aller me perdre dans les champs. On verra ça. Il est 7h40. Un peu plus tard parce que j'ai dû répondre à Airbnb, merci mon nouveau portable. Mais voilà. Donc la première phase est réussie. On va pouvoir chasser les écureuils. Hey.
Donc Eguisheim, c'est une ville un peu particulière parce qu'en fait sa muraille est circulaire. Et donc en son centre il y avait tous les nobles qui étaient venus s'installer, puis ensuite les agriculteurs sont arrivés, et ça a créé un deuxième cercle. Et c'est la rue maintenant qui est appelée la rue Almende. Puis ensuite les murailles, à la fin des conflits au XVIe siècle, les murailles se sont rabaissées parce que ça ne servait plus à rien, et des maisons ont commencé à y être accolées. Et voilà, ça a fait Eguisheim. Et pourquoi il y a une photo, bien sûr, une statue du pape. Il y a une dame qui travaille. Moi je travaille pas. Et alors en fait, le château qui est là, le château des comtes d'Eguisheim en fait, a été créé sur une vieille bâtisse en bois. C'était un château de forme octogonale en fait. Et dans la lignée donc des comtes d'Eguisheim, le fils de Hugues IV, comment il s'appelait, Bruno d'Eguisheim, était en fait est devenu le pape Léon IX, qui est le premier pape non romain en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une statue du pape Léon IX qui traîne et qu'il y a une église qui lui est consacrée. Tout va bien, tout est logique. On va continuer le petit tour. J'ai oublié de dire aussi en fait, il y a un reliquaire dans l'église qui contient en fait la moitié du crâne du pape. Voilà, c'était tout. Et j'ai mangé des petits pains au chocolat périmé ce matin. Et voilà, toute l'histoire de ma vie. C'est beau, hein. Je sais pas ce que je mange, mais c'est pas grave. Il y avait un chat, je l'ai pas eu en photo. Bon, pour l'église Saint-Pierre et Paul, la particularité de cette église en fait, c'est qu'elle possède ce qu'on appelle une vierge ouvrante en fait. Les vierges ouvrantes, c'était quoi? C'était des... Il y a Monsieur Bizarre. C'était du coup des statues de vierges qui s'ouvraient, truc de fou. Et à l'intérieur, en général, il y avait le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Elles étaient très prisées dans la vallée du Rhin au XIIIe siècle, et puis en fait, lors du Concile de Trente, elles ont été proscrites. Et il n'en reste donc plus que deux. Une qui est au musée de Kaisersberg, et l'autre qui est donc à l'église d'Eguisheim. Et voilà. Sinon, c'est pas une église, voilà. Il paraît qu'il y a à l'intérieur de l'église, en fait, parce que je n'avais pas trouvé, je suis retournée, je n'y ai pas trouvé, une représentation des vierges folles et des vierges sages. Alors bien sûr, ça m'aurait intéressé. Apparemment, les vierges folles sont représentées avec une lampe qu'elles tiennent négligemment vers le bas, devant une porte fermée, en fait. Et les vierges sages lèvent la lampe pour éclairer le chemin qui va vers Dieu. Et de l'autre côté, donc, on voit Jésus qui ouvre la porte. Voilà, c'est pour dire. Parce que cette sculpture est... Enfin, cette sculpture. C'est pas une sculpture, c'est... Bref, les trucs sur les murs. C'est pas une peinture, mais c'est gravé dans les murs. Cassé monument historique, donc voilà, ça aurait été intéressant. Mais je l'ai pas trouvé. Et comme je suis un peu en train de retarder ma chasse aux écureuils, là, ouais. Mais il faut dire que l'éclairage est payant. Si
tu veux éclairer, faut payer. Donc j'ai pas éclairé, non. Voilà. Donc on va continuer le petit tour de Guichheim, hein, tant qu'on est là. Allez. Voilà, on quitte Guichheim dans 1,7 km. Il est 9h15 environ. Je devrais être à Ousseren-les-Châteaux dans 1,7 km. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre en fait. Bon, tant qu'ils sont tous les trois. Les trois châteaux, donc, ce sont en fait trois châteaux qui ont été édifiés entre le 11e et 12e siècle. Au centre, on trouvait le plus vieux, le Wallenburg, c'est bien ça, oui j'ai des notes, dont le propriétaire était le comte des Guichheim, Hugues IV, le papa du pape Léon IX, si vous vous souvenez bien. Au nord, on avait Dagsbourg, et le troisième était donc Wickmund, qui était donc érigé au 12e siècle. Et au 15e siècle, en fait, les châteaux ont été abandonnés parce qu'ils ont été détruits pendant la guerre. Et les trois donjons qu'on voit là, en fait, ce sont les donjons d'un seul et même château. Donc voilà. C'est tout pour cette histoire. Il n'y aura pas plus, cherche pas. La montée fut rude, hein. Donc on est dans l'un des donjons. Je n'ai pas 11 ans et je n'ai pas la pneumonie. Tout va bien. Et donc quelques précisions grâce aux pancartes. Merci les pancartes. Le château donc, était le plus au sud, Weckmund, était en fait la vigie des deux autres châteaux. Donc il était relié avec, par un pont-levis aux deux autres qui étaient entourés de fosses. Et le propriétaire de Dagsbourg, je crois que c'est ça, était le comte de Ferrette, qui serait important pour une des histoires que je vais raconter ensuite en fait. Enfin le comte en lui-même non, mais sa descendance oui. Et voilà. Et en fait les trois châteaux ont été détruits lors de la guerre des Sidoniers en 1466. Et donc après abandonnés. Et voilà. Alors, oui, donc je parlais de la guerre des Sidoniers. Vous ne vous demandez probablement pas c'est quoi la guerre des Sidoniers, qui se déroulait en 1466. Alors je viens de le dire sur un panneau, parce que non, je ne le savais pas non plus. Alors en fait, en 1466, un meunier a réclamé à la ville de Mulhouse un salaire impayé de Sidoniers, tout simplement. Et Pierre de Regisheim, qui était capitaine de la garde des châteaux de Regisheim, du coup, a pris parti pour le meunier, parce qu'il avait une querelle avec ceux de Mulhouse. Ce qui fait qu'il s'en est suivi une guerre de brigandage locale. Et Mulhouse et ses alliés ont assiégé donc les trois châteaux et les ont détruits. Le meunier a été pendu. Voilà. C'était la guerre des Sidoniers.
mon sanglier. C'est quoi cette arnaque? Je veux un sanglier, moi. C'est la marque du roi des écureuils. On approche. Je savais qu'ils étaient là, je le savais. Where is it? Where is it? Where is your king? Un petit épicéa. Épicéa, épicéa. L'épicéa est l'allié d'écureuil, sachez-le. Il nous observe. Donc, la montée a encore été rude. Le château de Flixburg. Flixburg. Celui-là, on n'a pas le droit d'entrer, c'est pour ça que je suis là. Il a été construit au 13e. Non, pardon. On suppose qu'il a été déjà occupé à l'âge de bronze en fait. Il a été réoccupé au 13e siècle. C'était un château de garnison principalement. La résidence de Konrad Werner de Hallstatt, à l'origine de la ville de Hallstatt, ça tombe bien. Bailli impérial. Alors bailli impérial, bailli c'est un représentant d'une autorité sur un territoire. Par Rodolphe de Langsbourg. Il faudra que je revérifie, mais lui on va en parler plus tard. Il revient. À la fin du 3e, donc il est occupé par Conrad. Ensuite, la comtesse de Ferret y meurt. C'est important pour la suite. Et puis ensuite, Smasmon de Ribaupierre récupère le château. Il est détruit lors d'un conflit entre les Ribaupierre et les sœurs de Hallstatt. Et il n'est jamais réoccupé depuis. Et en fait, on raconte, il y a deux légendes en fait. La première étant qu'une jeune et jolie princesse aurait été transformée en horrible créature, mi-monstre, mi-femme, mi-dragon en fait. Et que seul un jeune et vaillant prince qui l'embrasserait pourrait la sauver. Le jeune et vaillant prince, enfin c'est un chevalier pardon, le chevalier passe par là, il se dit tiens je vais tenter ma chance. Il arrive, il embrasse le monstre, et là elle se transforme en immonde dragon. C'est con hein. Et depuis sa mort de bête, on dit qu'elle erre en fait dans le château, en hurlant. Une autre légende raconte qu'il s'agirait de Stéphanie de Ferret du coup. Et la femme de Konrad Werner de Hallstatt. Vous vous souvenez les Ferrettes des Trois Châteaux? C'est voilà, comte de Ferret, c'était ça, c'était elle. Donc c'est la descendante des comtes. Et elle serait morte de chagrin suite à la mort de ses deux garçons. Ces deux garçons qui seraient morts d'une façon un peu particulière. En fait, ils jouaient dans le jardin jusqu'à ce qu'un aigle arrive, les embarque et les lâche au-dessus des montagnes du lac Blanc où ils se sont broyés sur les rochers. Faut se méfier des aigles qui s'emmerdent hein, parce qu'ils kidnappent les enfants tout le temps, c'est insupportable. Et du coup, elle serait morte de chagrin et depuis, elle erre en robe blanche en fait, avec un voile, c'est une dame blanche quoi, en gros. Et à la recherche de ses enfants. Et ceux qui se sont approchés d'elle disent qu'en fait, elle n'était pas agressive, elle était juste très triste, avec quelques larmes sur les joues. Et voilà pour la légende du château de Flixburg. J'ai un peu chaud. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des Ribaupierre. Parce qu'encore Hallstatt, c'est une ville, on veut bien croire qu'il y a eu des nobles qui s'appelaient Hallstatt. Mais pour les Ribaupierre, en fait, il s'agissait d'une famille dont la lignée s'est éteinte. Et la seigneurie des Ribaupierre a été transmise par l'évêque de Bâle, du coup, à une autre famille, qui sont devenus donc les Ribaupierre. Et c'est une famille de nobles, de la noblesse féodale d'Alsace, en fait. Donc, il y a une pierre avec leur blason, près du château de Flixburg, vu qu'il leur a appartenu un petit peu. Et donc là je remonte pour le Hollandsbourg. Et j'en profite donc pour raconter une histoire. L'histoire du Hollandsbourg.
Alors, c'est l'histoire de Rodolphe de Holensbourg, qui est donc un roi en fait. Il a été roi à une époque lointaine, qui préférait la chasse à l'église, tout simplement. Et un jour, un dimanche de la fête Dieu, sa femme a décidé que non, il n'irait pas à la chasse parce que c'est irrespectueux envers le Seigneur. Et il avait donc demandé à l'équipage de rester au lit, aux valets, tout ça, de ne pas sortir les chiens, tout le monde reste au lit le dimanche de la fête Dieu. Rodolphe se réveille un beau matin et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lance la chasse direct. Et au moment où sa femme essaye de le retenir, donc il l'envoie valser, il y a les valets qui ouvrent la porte, et là, sur l'estrade, jaillissent deux chevaliers. Il y en a un qui est vêtu tout de blanc et l'autre tout de noir. Celui qui est vêtu tout de blanc demande l'hospitalité, et celui qui est vêtu de noir annonce qu'il est un grand chasseur et qu'il voudrait bien participer à la chasse. Aussitôt, Rodolphe dit oui, allez, venez tous les deux. Et puis alors celui qui est en blanc, il dit non, mais moi j'aimerais bien rester au château, c'est pas très respectueux envers Dieu quand même tout ça. Celui qui est en noir, il fait ouais, c'est bon, on y va, trop cool. Et ils partent à la chasse finalement, ils suivent Rodolphe. Jaillit un cerf et ils le poursuivent. Le cerf va se cacher en bas des montagnes, après avoir traversé moult ruisseaux et forêts. Là où, dans les champs de seigle en fait. Et comme c'est très haut, le cerf peut se cacher, mais les cavaliers, eux, ils s'en foutent, ils foncent dans le tas, ils commencent à tout bouleverser. Le paysan arrive et il commence à pleurer, il dit non mais s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de faire ça parce que c'est un petit peu ma pitance que vous êtes en train de saccager. Et le chevalier en blanc prend parti pour le paysan, le chevalier en noir commence à ricaner, il fait ouais non mais de toute façon poursuivre un cerf c'est tellement plus l'éclate que d'écouter un paysan. Donc, et Rodolphe suit donc le chevalier en noir et hop ils poursuivent le cerf, et comme il y a bientôt plus de champs en fait, le cerf bondit et reprend sa course. Il atterrit dans un troupeau de moutons, il part, et puis alors les cavaliers arrivent, alors le pauvre berger demande à ce qu'on arrête de disperser ses moutons, et finalement il finit piétiner et ses moutons se barrent dans tous les côtés. Le cerf continue, il continue, il continue. Il voit une toute petite embouche entre deux montagnes, foup, il fonce dedans. Et tout au fond, il y a un vieil ermite qui vit là, qui est devant un autel en train de faire sa prière. Les cavaliers arrivent, le cerf, lui, s'allonge près du vieillard. D'un geste, le vieillard fait taire les chiens. Et le cavalier en blanc dit que bon, il exhorte Rodolphe à la paix et le respect pour une fois dans sa vie, et cavalier en noir qui ricane et qui fait allez allez c'est bon là on y est. Et du coup Rodolphe d'un geste violent prend son pieu et bam, il explose le crâne du vieillard. Et là le chevalier en noir éclate de rire, la terre s'ouvre et à travers le grondement on entend une voix qui dit Rodolphe, tu es condamné à perpétuité. Enfin bon, l'enfer pour l'éternité quoi en gros. Les deux cavaliers ont disparu, Rodolphe gît brisé sous un tas de rochers, une bouillie de Rodolphe. Et on peut entendre, en fait, à ce qui paraît, les dimanches de la fête Dieu, particulièrement les dimanches de pleine lune, le son des corps et le bruit des sabots au galop, des chevaux au galop, qui résonnent dans la forêt. Et c'est ce qu'on appelle la chasse maudite, évidemment.